Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Thierry Galarme, président du MEDEF à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors la CCT extraordinaire, la commission consultative du travail extraordinaire, s'est tenue ce matin. Une rencontre qui était très attendue, notamment par les représentants syndicaux locaux. On va voir avec vous ce qu'il en est ressorti tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous, on verra le Banga revisité par l'association Kaweni Jeune Espoir, une association en fait qui tient à faire de ces locaux, ces nouveaux locaux, une maison des jeunes. Vous nous expliquerez comment et pourquoi tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 13 octobre. La commission consultative du travail extraordinaire n'a pas répondu aux nombreuses attentes des représentants syndicaux. 3 d'entre eux ont quitté la table des négociations après 2 heures de discussion. Les explications dans votre journal. L'association des jeunes de Kaweni continue d'œuvrer pour redorer le blason d'un quartier souvent pointé du doigt. Les membres de l'association ont ainsi décidé de créer un banga traditionnel qui fera office d'atelier créatif pour la jeunesse. Reportage. Jeudi, la tournée Street Dancer Show va débuter à Chiconi. Au programme, 18 villages seront parcourus pour 6 mois de compétition et des danseurs toujours plus forts. Rencontre avec des jeunes qui frémissent d'impatience. La commission consultative extraordinaire du travail s'est tenue comme convenu ce matin en présence des parlementaires, du préfet Seymour Morsi et des formations syndicales, salariales et patronales. Salim Naouda, pour sa part, a souhaité avant toute discussion préalable la levée des procédures de licenciement des 3 délégués syndicaux. Et après un peu plus de 2 heures de réunion, les secrétaires départementaux de la CFDT, de la CGT, de FO ont quitté la table des négociations. Un premier coup dans l'eau donc et une grève générale qui semble désormais inévitable, et ce dès le 3 novembre prochain. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Tous s'étaient donné rendez-vous ce matin pour cette commission consultative du travail extraordinaire. Une réunion de la dernière chance pour certains qui a su réunir les représentants de l'État, des formations syndicales, salariales et patronales, mais aussi les parlementaires. Pour représenter la population, je pense que le vœu que je vais émettre auprès des syndicalistes, c'est de trouver les moyens de la négociation. Il faut le répéter. Maintenant, je sais que ça ne va pas être une chose simple. Il y a tout un travail à faire. Les dispositions qui peuvent être transposées immédiatement, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter et puis voir s'il y a des choses qui peuvent être décalées dans le temps, pourquoi pas, mais il faut examiner avec lucidité, sérénité le code, les dispositions de codification pour que au moins les tensions baissent, sinon faire appliquer le droit, l'égalité, c'est ce que demandent les gens, le droit et l'égalité, c'est essentiel. Je pense que notre propre ici, c'est de les accompagner et j'espère que je serai entendu dans le dialogue naturellement. Après un peu plus de 2 heures de réunion, Salim Naouda, Elanziz Amidou et Ouseni Balahachi ont quitté la table des négociations. Pour ces secrétaires départementaux, le constat est unanime. Cette réunion est loin d'avoir répondu aux attentes. On a été reçus comme d'habitude, il n'y a pas eu grand-chose. On a discuté un peu de tout. Voilà, c'est toujours les constats, on constate. Mais bon, moi, le message que je vais lancer à la population, c'est qu'il est grand temps qu'on agisse. À l'heure du constat, des bilans et tout ça, on n'est plus dans cette heure-là. C'est en 2011 qu'on constatait, en 2012, on faisait des rapports et tout ça. Mais aujourd'hui, on est en 2015. 2015, il faut agir. Il faut qu'il y ait de l'action. Il faut que ça se développe. Il faut que les choses se décantent. Il faut que les choses évoluent à Mayotte. Ils n'ont pas du tout apporté des réponses tant attendues par les représentants du personnel que nous sommes face à cette situation de crise que Mayotte connaît aujourd'hui. Et moi, de ma part, au nom de la CFDT, je refuse de continuer à apporter ma contribution face à n'importe quelle discussion qu'on pourrait tenir pour essayer d'apporter une amélioration de la situation sans que la situation de menace de licenciement de délégués de la CFDT qui sont à la colasse soit levée. En effet, les secrétaires départementaux CFDT, FO et CGTMA avaient été très clairs. La question des licenciements confirmés par la DIECT doit être rapidement réglée.
tout comme la situation des salariés de la Smart qui se retrouvent pris au piège par le conflit entre leurs directions, de conditions que le préfet semble avoir entendues. Ces questions-là, par définition, vont pouvoir faire l'objet d'un recours. C'est un conflit entre une entreprise et son salarié. Je comprends les préoccupations, je suis très très attentif aux solutions qui pourraient être trouvées, mais pour le port, il peut y avoir un recours. Pour les décisions individuelles, il peut y avoir un recours. J'ai senti que les partenaires avaient envie de comprendre que c'était ensemble qu'il fallait avancer. En tout cas, la situation sociale de notre département est préoccupante dans la mesure où les besoins sont énormes et c'est les efforts qu'on a décidé de faire tous ensemble. Seymour Morsi reste positif à l'issue de cette réunion. Pour lui, il est désormais temps de se tourner vers l'avenir. Sur l'avenir, on est tombé d'accord pour dire qu'il faut que nous soyons au clair sur notre code du travail. Qui dit code du travail dit droit du travail. Donc il y a un travail parlementaire qui est fort. On a terminé par un calendrier très très serré puisqu'il va y avoir une nouvelle réunion de ce type courant novembre. Puis ensuite il va y avoir une mission parisienne qui va commencer à nous présenter des textes. Donc de ce point de vue-là, c'est pas en 2018 qu'on va transposer le code du travail, mais c'est d'ici 2018. C'est quelque chose qui était très important pour un grand nombre d'acteurs présents, mais également pour les chefs d'entreprise, parce qu'eux, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer quand pour qu'ils puissent s'organiser pour ça. Donc ça, c'est pour l'avenir. Un avenir qui risque fort d'être perturbé par un mouvement de grève générale et interprofessionnelle, d'ores et déjà prévu le 3 novembre prochain. Et à noter que l'un des délégués syndicaux CFDT de la Colas a reçu aujourd'hui par voie d'huissier sa lettre de licenciement. Je me tourne vers vous, Thierry Gallarme, vous êtes le président du MEDEF à Mayotte. Alors, vous y avez été parmi les participants à cette commission consultative du travail extraordinaire. Qu'en avez-vous tiré comme conclusion? Êtes-vous satisfait de ce qui a été fait? Alors effectivement, je suis satisfait. Vous savez, on parle souvent du verre à moitié vide, à moitié plein. Sur 3 heures de réunion, les syndicats de salariés sont restés 2 heures et sont partis. Seulement au bout de ces 2 heures, n'ont pas cité à la dernière heure. Ces 2 heures ont été l'occasion d'un dialogue formidable entre les parlementaires, le préfet, les syndicats de salariés et les syndicats patronaux. En ce qui concerne le MEDEF, j'ai pu m'exprimer et rappeler que le MEDEF a toujours été un acteur du progrès social à Mayotte. Par exemple, le mois dernier, nous avons mis en place l'action logement qui va permettre à tous les salariés mahorais un accès facilité au logement social. Nous avons indiqué qu'il y a un certain nombre de points pour lesquels nous sommes d'ores et déjà d'accord pour une transposition immédiate du Code du travail. Il s'agit notamment du droit syndical, des tickets restaurants, de la rupture conventionnelle de contrat de travail, de l'intérim, que nous réclamons depuis longtemps, mais aussi de l'AGS, l'assurance garantie des salaires, qui protégerait les salariés victimes de licenciements après des liquidations judiciaires. Mais au moment où on demande un effort historique aux entreprises de Mayotte, nous demandons à l'État d'accompagner ce mouvement. Et pour ça, nous avons solennellement demandé à l'État qu'une mesure simple et efficace soit prise. Cette mesure est la suivante, c'est l'exonération pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier de 2016, de toutes les taxes, de tous les impôts, de toutes les charges sociales qui frappent les entreprises de Mayotte. On a pu chiffrer le coût d'une telle mesure. Il n'est pas exorbitant. Je vais chausser mes lunettes pour vérifier mes chiffres, si vous le permettez. Allez-y. Un tel dispositif ne perturberait pas les finances publiques puisqu'il représente moins de 100 millions par an, soit dont 50 millions juste pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Et ça constituerait une vraie mesure de relance de l'économie parce que rien que l'exonération de ces 2 derniers impôts impliquerait un effet d'impulsion budgétaire positif de près de 3% sur le PIB mahorais, soit une proportion environ 2 fois supérieure à celle occasionnée par le plan de relance national en 2008-2009. Donc, vraiment, ce serait une mesure pour relancer l'économie de Mayotte, soutenir l'activité des entreprises et les aider à accéder aux revendications des syndicats de salariés. D'ailleurs, je relève que les syndicats de salariés n'étaient pas du tout opposés à cette mesure, que le préfet ne l'a pas trouvée aberrante. Mais en clair, les syndicats sont partis mécontents et on se profile comme convenu vers cette grève générale. Vous n'avez pas peur de ce mouvement qui est annoncé? Écoutez, le droit de grève, il est inscrit dans la Constitution. Les syndicats, pour le moment, nous ont parlé d'une grève le 3 novembre qui serait limitée à une journée. Nous allons prendre la mesure de cet avertissement. Nous allons tout faire pour poursuivre le dialogue social
jusqu'au 3 novembre et après le 3 novembre. Je vous rappelle que le MEDEF a été l'initiative d'une table ronde le 21 septembre qui a rassemblé le MEDEF et un certain nombre de syndicats de salariés. Alors, il y a quelque chose un petit peu d'aberrant à Mayotte. Ce matin, j'ai entendu Salim Naouda qui disait « la CCT est l'outil du préfet ». Mais quand on propose de faire comme en métropole, c'est-à-dire que les syndicats de patrons et les syndicats de salariés se réunissent ensemble autour d'une table, certains syndicats de salariés nous disent la CGT est faux. Ah non, on ne peut pas se réunir sans le préfet. Alors d'un côté, on dénonce ce qui serait une administration coloniale, mais on est incapable de se réunir sans le préfet. Moi, je pose la question, pourquoi ne le faisons pas ? J'ai invité les syndicats de salariés le 21 septembre à une table ronde. Ils étaient 3 syndicats de salariés à avoir répondu présent. Eh ben, s'il faut, on va multiplier les réunions de ce type-là, et j'espère que cette fois-ci, la CGT et FO vont comprendre que nous sommes devenus que les citoyens mahorais sont devenus des citoyens à part entière comme les citoyens métropolitains et peuvent se réunir ensemble dans le local de leur choix sans la tutelle de l'État. Alors on a vu dans le reportage le préfet parler d'un calendrier qui va être mis en place. Est-ce que c'est un calendrier auquel vous avez participé ou alors c'est quelque chose qui vous a été soumis ? Alors effectivement, on peut dire qu'il nous a été soumis demain. Le préfet a parlé d'une CCT à nouveau au mois de novembre et d'un rendez-vous beaucoup plus important au mois de décembre avec l'arrivée de renforts de spécialistes de Paris. Et on nous a annoncé que le ministère du Travail a réembauché comme chargé de mission sur ce dossier du droit du travail de Mayotte quelqu'un qui, il y a quelques années, a été directeur du travail à Mayotte et qui connaît donc bien le dossier mahorais et beaucoup des acteurs qui étaient là à cette époque-là et qui le sont toujours aujourd'hui. Et est-ce que du coup le sentiment des syndicats n'est pas justifié de croire qu'on veut gagner du temps avec ce calendrier alors que vous avez demandé une mise d'application immédiate ? Moi je pense que dans tous les cas, aujourd'hui, les syndicats de salariés, les syndicats patronaux sont d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la transposition inéluctable du Code du travail et son adaptation à Mayotte. Les syndicats de salariés l'ont dit. Après, le calendrier, il dépend aussi des capacités de l'État à mettre des fonctionnaires à Paris et à Mayotte pour faire tout ce travail de rédaction. Vous avez déjà vu le Code du travail ? C'est plus épais qu'une Bible ou qu'un Coran. C'est un travail énorme qui ne peut pas être fait en une nuit. Surtout qu'on ne peut pas transposer d'abord et adapter après. On est obligé de faire le travail en même temps. Donc le calendrier qui est proposé ne nous semble pas du tout aberrant. C'est clair que moi je suis comme les syndicats de salariés. Dans la vie, quand je peux avoir tout de suite, je suis content. Mais quand il faut patienter, il faut patienter. Merci beaucoup Thierry Gallarme. Je rappelle, vous êtes le président du MEDEF à Mayotte. Et le contentieux opposant la Smart à Mayotte Channel Gateway s'est achevé vendredi 9 octobre par un verdict en faveur du gestionnaire du port. Le manutentionnaire historique a ainsi été sommé de quitter le site sous 30 jours. Et dès vendredi pourtant, une porte a été ouverte par MCG. La direction, accompagnée d'agents de la Smart, ont rencontré hier les élus du conseil départemental. Les discussions auront été longues, mais les négociations n'auront débouché sur aucune solution. Une autre rencontre a eu lieu ce jour. Mais ce matin, le président de la commission portuaire, Bourhan Alaoui, a avoué combien le dossier était complexe. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Mais évidemment, c'est un dossier pourri, justement, qu'on hérite. Mais la solution, les solutions, on peut toujours en trouver. Donc, c'est ce que je disais, que c'est par les négociations qu'on peut arriver à... Mais le conseil départemental a encore un pouvoir sur cette prise de décision, ou il est hors jeu ? Non, je ne dirais pas que le conseil départemental a le pouvoir. Nous sommes là en tant que facilitateurs. Ouais. C'est un problème qui concerne en particulier 2 sociétés. Donc nous sommes là pour aider ces 2 sociétés à ce qu'ils trouvent un consensus en fait. Thierry Gallarme, votre réaction sur ce qui vient d'être dit ? Alors, c'est un sujet très important. Le MEDEF sera très très attentif à ce qui va se passer au port parce que si demain le port est paralysé, c'est toute l'économie de Mayotte qui est paralysée, c'est toutes les entreprises, c'est tous les consommateurs. Je vous rappelle que quand le MEDEF dirigeait la CCI, Norbert Martinez avait développé un projet pour le port qui associait les compétences de grands groupes comme le groupe Bolloré, le groupe CMA, CGM et la Smart. Je trouve dommage que finalement cette position qui était celle du MEDEF à l'époque n'ait pas été retenue,
Parce que je pense que si on nous avait écoutés à cette époque-là, on n'en serait pas là aujourd'hui et on n'aurait pas 196 salariés qui seraient menacés dans leur emploi. Donc vous voyez, quelquefois, les positions du MEDEF sont favorables aux salariés. Merci et c'est le cas le plus souvent. Merci beaucoup Thierry Galarme. Un mouvement de grève a débuté depuis aujourd'hui minuit du côté des avocats de Mayotte. Ils protestent contre la réforme Taubira concernant l'aide juridictionnelle. En effet, la ministre envisage dès 2016 de prélever une partie des fonds dans les caisses autonomes de règlement pécuniaire des avocats, ce qui, pour ces derniers, est tout simplement inacceptable. Plus d'explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Hier après-midi, une assemblée générale extraordinaire des avocats a été réunie sous l'impulsion du bâtonnier Najim Ahamada. Les avocats ont voté à l'unanimité en faveur de la participation au mouvement de grève national. Le projet de loi de finances 2016 est en cause puisque l'aide juridictionnelle serait ainsi financée par les avocats. Concrètement, c'est comme si on demandait aux médecins de boucher le trou de la sécurité sociale, alors qu'il s'agit d'une mission régalienne de l'État. C'est-à-dire tout le monde a accès à la justice, tout le monde a accès aux médecins. Donc ça doit être la solidarité nationale qui doit financer l'aide juridictionnelle. Là, on veut demander aux avocats qui eux-mêmes contribuent dans une large majeure au financement de l'aide juridictionnelle de financer encore plus. Je rappelle qu'un avocat qui intervient à l'aide juridictionnelle ne gagne pas beaucoup d'argent. Il travaille souvent à perte, puisque l'aide juridictionnelle, quand on est payé, puisqu'on est payé, mais quelques années plus tard, ne nous paye qu'un tiers, voire moins que ce qu'on devrait toucher si on facturait la personne. Les avocats du département ont donc stoppé toutes les permanences pénales, toutes les défenses de personnes sollicitant l'intervention de l'avocat à l'aide juridictionnelle, au civil ou au pénal. De quoi chambouler grandement le fonctionnement de la justice et entamer un véritable rapport de force. Aujourd'hui, on est dans une semaine où il y a un avocat qui est de permanence. Par exemple, je dis un exemple concret, à Mayotte, on a tous les jours des kwassa qui arrivent, on a tous les jours des cambriolages, on a tous les jours malheureusement des faits d'agression sexuelle. Et concrètement, la personne est déférée devant le juge d'instruction pour une mise en examen éventuelle, donc il n'y aura pas d'avocat. Donc la justice ne pourra pas travailler sans avocat. Par exemple, s'il s'agit de mineurs, ils ne peuvent pas juger le mineur sans avocat, c'est interdit par la loi. Pareil pour une cour d'assises où l'avocat est obligatoire. Si l'avocat est en grève, si le barreau est en grève, ça va un peu bousculer et chambouler un peu le fonctionnement de la justice actuellement. Une question se pose actuellement, pourquoi l'État souhaite mettre en place une telle mesure qui risque fort de pénaliser les personnes les plus démunies? Selon Najim Ahamada, la réponse est très simple. Le problème, c'est que c'est comme la sécurité sociale, tout simplement. Le système s'essouffle, il faut trouver des moyens de financement. Ils avaient mis en place il y a quelques années un droit de timbre pour toutes les procédures qu'on a engagées pour financer l'aide juridictionnelle. Finalement, ça a marché 1 an ou 2 ans. Madame Taubira a enlevé. Ils ont essayé par le passé, l'année dernière, de faire payer les avocats pour financer l'aide juridictionnelle. Ils ont rétropédalé. Là, c'est une énième tentative. On est vigilant, on ne va pas se laisser faire. Que le système soit essoufflé, qu'il y ait besoin de financement, il n'y a pas de problème. On veut bien y contribuer, mais pas nous seuls. C'est une mission régalienne, donc tout citoyen, tout le monde doit y participer, et nous, on y participera volontiers. Les avocats refusent d'en pâtir du manque de financement de l'État. Le rapport de force est donc engagé et pourrait se durcir d'ici 1 semaine si le ministère de la Justice ne réagit pas face à ce mouvement de grève. Et ce matin, s'est tenue une journée d'information à la Cité des métiers. Et comme chaque année, une trentaine de visiteurs ont fait le déplacement. Le but était ici de favoriser la création d'activités professionnelles pour lutter contre le chômage qui touche aujourd'hui plus de 60% de la population du département. En partenariat avec la CCI, l'ADI et le Conseil départemental, la Cité des métiers souhaite informer, orienter et accompagner les futurs entrepreneurs. Reportage Shakila Essouf et Fred Souleymana. La Cité des métiers possède les outils et les informations nécessaires qui permettront aux futurs entrepreneurs de créer de l'emploi à Mayotte. C'est la raison pour laquelle une trentaine de personnes se sont déplacées ce matin dans le cadre des journées d'information à la Cité des métiers. Moi, je suis peintre décorateur. Mais voir par rapport à Mayotte, la décoration, on entend parler, peut-être il y a des endroits, les gens ils font de la déco,
mais c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Donc on essaie quand même de se développer dans tout, parce que même si c'est pas évident, mais il faut y croire en fait. Les informations que j'ai eues, c'est par rapport aux organismes qu'il y a ici. Donc c'est aussi le Conseil général, la CCI, donc tout ça là. Et puis j'essaie quand même d'aller envers eux. Plusieurs sessions d'information ont lieu chaque semaine à la Cité des métiers, mais cette journée est également l'occasion d'inviter des partenaires qui sont en mesure d'œuvrer pour l'accompagnement et l'orientation au développement des métiers. Et comme chaque année, l'ADI, le conseil départemental et la CCI ont répondu présents. La CCI a pour projet aussi d'accompagner, donc on essaie de leur donner tous les outils pour pouvoir monter leur projet, qu'ils prennent connaissance, qu'ils ont des organismes qui peuvent les aider, les former à l'entrepreneuriat par exemple, qu'il y a des financements qui existent. Après ça dépend des projets qui sont montés, mais il y a des financements qui existent à la CCI. Par exemple ce matin il y a quelqu'un qui est venu pour nous proposer de monter une boîte de recyclage. Donc il comptait, en gros son objectif c'était de récupérer des pneus et essayer de voir s'il pouvait valoriser ça. Donc moi, la CCI, donc sur les questions de développement durable, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc il y a des financements européens sur ces questions-là. Chaque personne a pu passer de stand en stand pour avoir toutes les informations nécessaires et complémentaires à la création d'activités. Et malgré le manque de chiffres sur la création d'activités à Mayotte, il est clair que tout reste à développer. Et c'est pour cela que chaque année, la Cité des métiers propose ce type de manifestation. Alors il est très important aujourd'hui que les Mahorais sachent qu'il n'y a pas que le Conseil général ou les différentes mairies qui recrutent ou aller déposer son CV. Il faut aussi que les Mahorais sachent que le développement de Mayotte passera par la création de richesses des Mahorais et pour ça il y a aussi la création d'entreprises est aussi une de ces voies vers lesquelles il va falloir commencer à orienter les Mahorais. Avec 60% du taux de chômage, Mayotte fait partie des départements les plus touchés par ce fléau. Pour l'ensemble des partenaires associés à cette journée d'information, il est donc primordial que cette jeunesse se prenne en main et entreprenne. Offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse mahoraise, c'est ce que l'association des jeunes de Kaweni tente de faire depuis sa création. Après plusieurs actions de nettoyage et de sensibilisation à l'environnement, il se lance dans un tout nouveau projet, à savoir un banga traditionnel faisant office de maison des jeunes. Nous les avons suivis ce matin lors de leur quête pour ramasser les matériaux qui serviront à la construction de cet espace atypique. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Grimper au cocotier, couper les feuilles, les charger pour enfin les faire transporter dans des camions. Ces jeunes ont pris toute la matinée dans l'espoir de mener à bien leur projet de construction de banga traditionnel. On a des projets qu'on voulait améliorer là-dedans. Et ces projets, c'est comme faire des maisons traditionnelles, des maisons en banga, des maisons en culture que les gens y voient et mettre des belles trucs comme des fleurs, des trucs, des tomates, des bégans, des trucs de maoré qu'on peut aussi avoir de besoin là-dedans pour ces jeunes. Comment mettre en avant nos valeurs traditionnelles, respecter l'environnement et les générations futures, défendre un projet pédagogique en faisant du respect de l'environnement un créateur de liens sociaux et d'emploi. Ce sont les questions que les créateurs de l'association des jeunes de Kaweni se sont posés. Rasta, un père de famille, est l'un des membres fondateurs de l'association. Il voit le projet de la construction d'une maison des jeunes en banga traditionnel comme une initiative qui permettra de les sortir de la rue. On va faire une maison des jeunes. Le maison des jeunes qu'on fera aujourd'hui, on ne va pas embêter de personne. On va jouer contre l'artisanal. On va prendre des feuilles de coco et les feuilles des bananiers et les bambous. On va faire des maisons traditionnelles. Ça sera derrière de l'école de poste de Kaweni. Des bangas, c'est qu'en fait, les temps qu'on va les voir tous les jours, matin, midi et soir, on va les étirer déjà qui viennent avec nous dans l'autre banga. C'est pour ça que notre objectif de démarrer, on ne veut pas allouer un local, on ne veut pas chercher un local. On va créer les bangas par nous-mêmes. Comme ça, on va les faire montrer comment on travaille. Le panda qui reste là et regarde la voiture, vous venez de nous joindre, on va vous montrer comment on peut construire un banga traditionnel, comment on peut planter aussi des fleurs, comment on peut faire les boutures, comment on peut faire les jardins, comment on peut faire même les peintures. Parce que tout ça, on voulait remettre en place. Ça ne sera pas grand-chose, mais ça sera des petits ateliers que les enfants ils voient le métier différemment.
Un projet qui, pour se réaliser, demande encore beaucoup de partenaires. D'ailleurs, les membres de l'association vont à la rencontre de futurs collaborateurs pour obtenir les aides nécessaires à la concrétisation de cette initiative collective et citoyenne. Alors Pierre, on l'a vu, une très belle initiative. Les jeunes de Kaoni se prennent en main, on va dire. Oui, se prennent en main. En tout cas, il y a des personnes qui les aident à bouger, qui les aident à sortir de la rue. Ils font beaucoup de choses, on l'a vu, de la prévention pour l'environnement, ramassage de déchets. Et il y a une nouvelle action de ramassage de déchets qui aura lieu ce samedi 24. Voilà, c'est vraiment une association qui essaie de faire bouger les choses, de redorer aussi le blason de ce quartier, de montrer que dans ce quartier, il y a aussi des gens qui ont envie que Kaweni vive, qu'à l'intérieur de ce quartier, il y ait des activités pour cette jeunesse qu'on qualifie souvent de désœuvrée, mais qui est capable tout à fait de faire des choses. Et des actions comme celle-ci. Alors justement, avec cette création d'un banga traditionnel qui va servir de maison des jeunes, c'est quand même assez particulier et surprenant. Oui, alors il va y avoir plusieurs bangas avec à l'intérieur des ateliers créatifs, de peinture, de beaucoup de choses pour que les jeunes viennent, pour que les jeunes pratiquent des activités. Il va y avoir plusieurs choses qui vont être mises en place au fur et à mesure du temps. Alors après, effectivement, comme il est dit dans le reportage, il cherche également des partenaires, des personnes susceptibles de les aider. On sait que l'ARS les aide notamment pour les actions de ramassage, mais ils ont besoin aussi d'autres personnes qui les aident dans leurs actions. Et voilà, c'est bien de mettre en valeur une nouvelle fois ce genre de petites actions qui sont menées à petite échelle, mais qui finalement peuvent avoir des grandes conséquences. Alors, on parle de cette maison des jeunes en banga traditionnel, c'est qu'ils ne croient plus à ce que les autorités peuvent faire pour eux. Donc, on a souvent parlé de cette MJC à Kaweni, ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Écoutez, force est de constater qu'effectivement les MJC, parfois elles sont abandonnées, parfois elles sont mal gérées, parfois elles tombent plus ou moins en ruine, il n'y a pas d'entretien. Donc là, ils choisissent ce mode-là, le banga traditionnel. C'est aussi effectivement un peu un retour aux sources, avec des choses, un banga qu'ils aiment. À l'intérieur, il est possible de faire beaucoup de choses aussi. Ils ne savent pas exactement, ils sont au début du projet. Là, on a vu, ils cherchent un peu les fondations, en tout cas les feuilles de cocotier. Donc voilà, ça se met en place progressivement. Et c'est une action qu'il est vraiment bien de mettre en valeur. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 13 octobre dans l'actualité en bref. Et c'est présenté par Pierre Bellucci. Les communes de Mayotte bénéficient d'une enveloppe de 10 millions d'euros par an au titre de la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires. Dans la continuité de la commission consultative départementale de répartition du 28 juillet 2015, qui avait procédé à la répartition de 8,9 millions d'euros, une seconde commission s'est réunie le 29 septembre 2015 pour attribuer le reliquat de l'enveloppe, soit 2,9 millions d'euros, dont 600 000 pour parachever les chantiers 2014. Avec cette enveloppe complémentaire, ce sont ainsi 11,8 millions d'euros dont vont bénéficier l'ensemble des communes de Mayotte au titre de l'année 2015, à laquelle s'ajoute la dotation d'équipement des territoires ruraux. Des priorités ont été dégagées pour financer des travaux de rénovation et de mise en sécurité, des extensions d'écoles et des créations de réfectoires. Au total, 152 salles de classe, 113 constructions, 39 rénovations et 6 réfectoires devraient voir le jour. Un appel à projet a été lancé auprès des communes afin d'élaborer une programmation pluriannuelle dès 2016 sur les 4 prochaines années, ayant pour objectif la réduction des rotations scolaires et la résorption du déficit des salles de classe. Le communiqué de la préfecture précise qu'il s'agit de faire face aux besoins impérieux de construction et de rénovation et de s'assurer des conditions de réussite éducative de tous les jeunes mahorais. Les habitants de Chiconi ont exprimé leur colère il y a près de 3 semaines en dressant un barrage interdisant toute entrée ou sortie du village. Prostitution, drogue, violence, tous ces mots ont été dénoncés à travers un manifeste rédigé par un collectif baptisé ni clandestin, ni pute, ni voyou. Ce document énumère les différents problèmes liés à l'immigration clandestine, les lieux de racolage, les dysfonctionnements dans les écoles, le manque de réactivité des autorités. Le ras-le-bol est toujours présent et les menaces brandies. Le collectif a en effet produit en fin de document les noms des 67 familles censées abriter et exploiter des clandestins, prévenant qu'il procédera aux expulsions dans les 15 jours si les autorités et les villageois ne réagissent pas.
Pour l'instant, la gendarmerie s'est engagée à remettre en place les contrôles d'identité tous les 15 jours. Quant à la municipalité, elle vient de publier un arrêté réglementant les ventes d'alcool dans la commune. Preuve s'il en est que les autorités prennent au sérieux la gronde populaire. Le président du conseil départemental, Sobahaddine Ibrahim Ramadani, a été reçu aujourd'hui en entretien à Paris par la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin. Ce mardi 13 octobre est un jour particulier puisque la commission consultative du travail extraordinaire débute. Il y a donc fort à parier qu'au vu de la situation et du climat social qui règne à Mayotte, les discussions vont être riches et animées. Beaucoup attendent que le président du conseil départemental et ancien sénateur fasse pression sur le gouvernement pour que Mayotte sorte enfin du marasme dans lequel l'île se trouve. L'État est clairement remis en cause pour son inaction et au sein même du conseil départemental, de nombreuses voix s'élèvent, notamment en ce qui concerne la balance fiscale qui ampute Mayotte de plusieurs millions d'euros. Sobahaddine Ibrahim Ramadani saura-t-il convaincre Georges Paul-Langevin de plaider la cause mahoraise auprès du gouvernement ? Rien n'est moins sûr. Et enfin, la deuxième saison du projet Street Dancer Show débute ce jeudi. L'objectif est une nouvelle fois de mettre en valeur le talent de la jeunesse mahoraise à travers différents types de danses de rue. Après la réussite de la première édition, les organisateurs ont souhaité que le show soit accueilli dans 18 villages et communes contre 12 l'an passé. La compétition va durer un peu plus de 6 mois pour le plus grand bonheur d'une jeunesse en manque d'événements fédérateurs. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Tous les danseurs du département attendent ce moment avec impatience. La tournée des villages du projet Street Dancer Show débute jeudi à Chiconi. Cette année, la grande nouveauté réside dans le nombre de shows et de villages que comprend la tournée, 18 au total. Le responsable de l'association Hip Hop Evolution nous en dit plus sur le déroulement des shows. La journée se passe en 2 temps. Le premier temps, les jeunes viennent s'inscrire le matin, rencontre AC, donc mon collègue qui est coordinateur animateur de cette manifestation. Déjà pour se rencontrer, d'autre part pour que AC puisse voir leur travail, éventuellement leur donner des indications, les aider, les orienter pour améliorer leur show. Et l'après-midi, c'est la présentation de leur show devant du public, devant les gens qui veulent venir et devant les copains aussi qui dansent, voilà, où ils vont montrer leur spectacle. Détecter, animer, accompagner, valoriser et fédérer, telles sont les étapes du Street Dancer Show, une manière de faire avancer les jeunes qui progressent considérablement, quelle que soit leur danse préférentielle. Il y a effectivement une progression, nous on l'observe beaucoup plus évidemment chez les danseurs hip-hop, puisque l'association Hip Hop Evolution a avant tout comme objectif de soutenir la pratique de la danse hip-hop. Avec Street Dancer Show, on s'ouvre aux autres danses de rue. C'est l'objectif de ce dispositif-là. Mais c'est vrai que sur la danse hip-hop en particulier, on se rend compte qu'il y a une grosse progression qui est due au fait que les danseurs eux-mêmes, à force, de manière empirique, progressent, s'améliorent, se remettent en question, etc. Mais il y a également les dispositifs qu'on met en place, ne serait-ce que Battle of the Year, qui est un gros événement sur lequel les danseurs mettent beaucoup d'enjeux. Donc forcément, ils ont envie de s'améliorer, ils ont envie de progresser et ils se donnent les moyens. S'améliorer et progresser, les jeunes courent bien évidemment après cet objectif, mais sans perdre de vue les notions de partage et d'amusement. Personnellement, je pense, moi et mon frère, on trouve plus en fait c'est un jeu, c'est vraiment pour s'amuser, passer beaucoup de temps, s'amuser avec les autres et puis montrer ce qu'on sait faire aussi. Parce que ça fait un moment quand même qu'on danse, c'est pas mal de montrer aussi. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Le but est de voir de nouvelles choses et de montrer de nouvelles choses, de montrer ce que nous on sait faire et voir ce que les gens savent faire. Autrement dit, un grand partage de mouvements, de danse. L'objectif reste le même, c'est de s'amuser, surtout vraiment de partager ce moment ensemble et toujours garder le sourire entre nous et surtout partager aussi d'autres passions avec d'autres danseurs. Pour nous, l'objectif c'est de rester solidaires entre nous cette année-là et aller de l'avant pour qu'on puisse dévoiler nos talents aux autres et tout. Du coup, voilà, notre objectif c'est d'avancer, avancer. À la fin des 18 dates, 21 groupes ou danseurs en solo seront sélectionnés pour participer à la grande finale qui aura lieu en mars ou avril 2016. 6 mois de compétition et une multitude de vainqueurs, car peu importe le résultat, l'important reste de pouvoir s'exprimer et de se retrouver au travers d'une passion commune, la danse. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infoquesi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, retrouvez les nouvelles du temps pour la journée de demain avec Ornella Périne.
Suivra juste après l'invité du temps de parole, Alaoui Bourane, président du conseil portuaire. Il était ce matin au micro de Patrick Millon, que vous retrouverez demain dans la matinale. Excellente soirée à vous sur KTV.